Et nous sommes en ligne à présent avec Eric Toledano. Bonsoir Eric Toledano. Bonsoir Bernard. On est allé voir Hors Normes, alors évidemment on a envie de vous faire tout le paquet de ces hors normes, c'est énorme, je sais pas quel jeu de mots on pourrait utiliser. Ah, énorme, je connaissais pas. Moi j'en ai un que je peux faire spécial dédicace pour la communauté. Ouais. C'est il y a un lieu où on a tourné le film qui est en fait un Bet Rabad, une maison Loubavitch à Saint-Denis. Et le rabbin de là-bas, il est sorti et il a dit on va renommer, ça s'appelait Hors Menachem, on va l'appeler Hors Normes. Ah, vous êtes magnifique. J'avais remarqué Douyeb, puisque vous Douyeb, êtes sur absolument. Patrick Douyeb pas vu nous a gentiment accueilli pour la scène où justement on a un resto totalement mix. Et c'est d'ailleurs, je tiens à dire que Douyeb, c'est un des rares derniers restaurants tunisiens un peu dans le jus, puisque il date de 1960. Alors je ne suis pas tunisien, mais en tout cas, j'y trouve une ambiance d'authenticité totale. Ah oui. Avec les boîtes de thon énormes, trop grosses, il faut qu'elles soient gigantesques. Je sais pas, mais en tout cas, ça triche pas. C'est authentique. Voilà ce que je Alors, vous voyez, Eric, et notre conversation commence sur ce ton-là. Quand on dit aujourd'hui à quelqu'un, je vais aller voir le dernier film de Eric Toledano et Olivier Nakache, ça me fait un peu penser aux meilleures années de Gad Elmaleh ou même de Jamel Debbouze. Les gens ont le sourire. Ouais. Et donc, on est allé voir ce film, on est allé voir Hors Normes. Et moi, c'est autre chose qui m'a frappé. Oui, j'ai eu le sourire, évidemment. C'est une comédie, c'est une belle comédie. Mais ce qui m'a frappé, moi, c'est à quel point vous avez vraiment la fibre sociale. C'est quelque chose qui je peux pas dire qui vous travaille, c'est quelque chose qui vous habite. Et ce film est vraiment un film, c'est une comédie sociale. Je sais pas si le mot existe, je dirais pas que c'est du Ken Loach, mais vraiment, en fait, ça, c'est une de vos préoccupations avec Toledano. C'est une comédie sociale plus optimiste que dans les Ken Loach, parce qu'effectivement, Ken Loach, effectivement, quand on sort d'un Ken Loach, on se dit la vie est complexe et c'est une analyse froide et aiguisée, si vous voulez, de la société moderne, l'ubérisation, l'Angleterre d'aujourd'hui. Nous, on a un même constat. Je pense que vous savez, c'est pas à vous que je vais dire que le comics c'est une forme de tristesse déguisée. Ça veut dire on n'en est pas moins conscient. Par contre, on a besoin de véhiculer quelque chose de positif ou de se donner du courage et on ne sort pas en tout cas plombé de hors normes. J'ai pas l'impression, en tout cas c'est pas les retours que j'ai. On ressort touché sûrement. Ça aussi c'est un espoir qu'on avait, c'était de toucher les gens. Après la fibre sociale, je le dis souvent avec Olivier, on est né dans le groupe nous. On arrivait, on s'est rencontrés dans un groupe. À l'époque c'était les colonies de vacances, c'est plus un secret. Et on a évolué au sein de ce groupe longtemps. Et on a changé de groupe pour un autre groupe parce que le cinéma finalement c'est aussi un groupe où on mène une équipe vers un objectif alors qui est moins social pour le coup. Et puis oui il y a une fibre sociale. Je pense que c'est une de nos préoccupations, c'est notre ADN. On a envie de parler de ceux qui se bougent, de ceux qui font des initiatives. Pardon. Alors, vous utilisez le qualificatif froid pour parler de Ken Loach, évidemment, mais moi, j'ai envie d'en utiliser un autre vous concernant, c'est que vous arrivez à faire quelque chose. Alors, je vais vous faire une autre comparaison avant d'arrêter, et ça sera la dernière, je vous le promets. C'est comme Maupassant, c'est-à-dire que vous avez vraiment une critique sociale, mais c'est fait très léger. C'est plus des nouvelles que vraiment, c'est jamais lourd. Et alors c'est vrai que nous on a comme habitude, si vous voulez, on n'aime pas, Olivier et moi, même dans des situations complexes, et croyez-moi ça nous arrive parce que des fois quand les films fonctionnent on a l'impression qu'on est touché que par des choses positives. On est à peu près comme tout le monde et on a aussi des moments plus difficiles que d'autres, mais l'humour est toujours là pour nous sauver de toutes les situations. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on essaye de mettre dans les films, c'est-à-dire un humour, une légèreté qui permet de dédramatiser, de desserrer un tout petit peu les liens et voilà, de sortir un peu de la règle pour être justement en train d'en rire et de prendre un tout petit peu de recul par rapport aux situations. C'est ce que l'humour nous permet, c'est une forme d'oxygène incroyable et nous on n'arrive pas à vivre sans. Par exemple, quand vous appelez quelqu'un qui s'appelle Menachem et qu'il y a deux personnes en même temps qui se retournent. Menachem, alors ça a été coupé. Ça, c'est votre au montage, kiff, ça. Il y avait beaucoup plus là-dessus parce que c'est vrai que il y a quand même énormément de gens qui s'appellent Menachem dans le milieu Loubavitch et énormément de femmes qui s'appellent Raya. D'ailleurs, il y a une scène coupée où finalement Reda Kateb découvre dans la cuisine d'un centre Loubavitch que toutes les femmes s'appellent Raya. On avait essayé de... Ceci dit, vous observerez que il paraît qu'il y a des classes où les gens s'appellent Menachem 1 et Menachem 2 chez les Loubavitch et même Menachem Cohen 1 et 2. Donc, et Mendel. Mais en plus, on parlait de légèreté, c'est vraiment ça, quoi. C'est donc c'est Vincent Cassel qui
qui appelle quelqu'un, il dit Menachem, et les deux personnes se retournent en même temps et disent oui. Oui. Et c'est marrant, il y a un journal, je sais plus lequel, qui a dit ils ont réussi à nous faire les Dupont Lubavitch. Menachem. On fait le prochain avec les Mendel. Une question de Victor Sacha. Oui, bonsoir Eric Toledano. On remarque aujourd'hui en France que le public est souvent assez mal à l'aise avec la comédie française. C'est le genre qui rencontre le plus de succès en France et pourtant il est souvent critiqué, même des fois par le grand public. Et on remarque aussi que vous êtes parmi les seuls au monde, en France je veux dire, à faire de la comédie française, à cartonner et à rencontrer un vrai succès auprès de la critique et du public. Est-ce que vous pensez que c'est dû au fait que la comédie doit avoir un propos social? Est-ce que c'est dû à ça ou comment est-ce que vous l'expliquez? Allez, la recette Eric Toledano, Olivier Nakache. Il n'y a pas de recette heureusement, mais je sais qu'on peut faire une opposition un peu mécanique entre ce qu'on appelait la comédie concept, qui vient un peu d'Hollywood et qui était le pitch, la religion du pitch, c'est-à-dire un homme se lève et puis d'un coup il ne peut plus dire non et ça s'appelle Yes Man et c'est avec Jim Carrey. C'est des films concept, les Américains en sont friands, c'est des films popcorn qui sont à consommer. Après, c'est pas la comédie dans un genre avec la noblesse qu'on peut lui reconnaître. Or nous, depuis le départ, on pense que la comédie c'est un genre ultra noble, complexe, qui est pas du tout évident, c'est pas du tout une facilité que de faire rire, et que c'est le choix des sujets et le même que si on faisait un cinéma d'auteur un peu plus pointu, sauf que nous on décide d'y mettre des éléments de légèreté parce qu'on a le souci aussi du public, on a envie de lui faire passer un bon moment et on a aussi envie de le toucher, et le rire est un des premiers sentiments qui ouvre, si vous voulez, quelque chose à l'intérieur, qui accueille l'émotion derrière beaucoup mieux. C'est un rêve pour tous les réalisateurs que de faire coexister l'humour et l'émotion au sein d'un même film. Oui, mais vous voyez, c'est très dur. C'est très dur. D'abord, je sais pas, et si on rit trop, vous allez le prendre dans la figure. C'est très casse-gueule cette histoire de oui. Non, bien sûr, non, mais c'était là par exemple sur Hors Norme, le rire il se niche vraiment. Bon, on a beaucoup rigolé avec les chidours de Vincent Cassel. D'ailleurs, c'est marrant parce que on est en train de démocratiser en France le mot chidour, parce que j'arrive dans des salles à Montélimar ou à Belfort et on parle de chidour. Je trouve ça assez drôle que ce concept commence à s'exporter un peu partout. Ça a beaucoup fait rire les gens en fait, cette notion de chidour. Puis il y a une deuxième chose qu'on a beaucoup dit pour faire rigoler les salles, c'est que les gens disaient oui c'est quasi documentaire. Je disais quand vous voyez Vincent Cassel aussi mal à l'aise avec une femme, c'est sûr que c'est une fiction. Absolument. Victor, d'ailleurs, ça rejoint aussi une autre question. C'est on voit donc avec les chidours, la blague sur Menachem, que il y a aussi il y a une vraie culture juive que vous montrez à l'écran. Je me demandais si c'était une vraie envie quand vous avez fait le film de vouloir partager cette culture juive à l'écran, ou est-ce que c'était juste que c'était c'est arrivé comme ça parce que Bruno dans la vraie vie, David est juif. Alors c'est Stéphane Benamou dans la vraie vie. Ah excusez-moi, je suis perdu. Ouais. Mais c'est pas grave. Vous doutez pourtant qu'il est venu à la radio. Hein. C'est-à-dire, pardon ? Vous doutez pourtant qu'il est venu à la radio, on adore ça. Bien sûr, Stéphane, il vient souvent. Ouais. Non, mais écoutez, c'est la réelle histoire de Stéphane et de Daoud, et ce qui nous plaisait énormément, c'était de voir aussi ce travail en commun de toutes les communautés. C'est-à-dire que finalement, il y a une espèce de communication différente qui passe par ces enfants et ces adultes autistes qui fait que tout le monde arrive à s'entendre parce qu'ils ont une cause commune, et tout le monde arrive à rire aussi de ce côté folklore. Donc il y a effectivement beaucoup de blagues où à un moment il y a un éducateur qui vient et qui dit il y avait marqué Chidouk, etc. Non, c'est pas... Après, il y avait peut-être à cœur aussi de montrer, face à tous les clichés qu'il peut y avoir sur la communauté juive, que il y a aussi quand même des personnalités qui s'occupent des autres, tout le monde. De tout le monde, sans distinction, et qui sont au contact des situations les plus dures. Je veux dire, ils gèrent quand même les situations les plus sévères de toute l'île de France. Il n'y a personne d'autre que ces deux garçons pour gérer ces cas-là qui sont des incasables. Et du coup, je trouve que c'est beau de voir aussi que, je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est dans un des livres de Lévinas qui disait on juge aussi un homme par son comportement. Sa foi par son comportement envers les autres hommes, pas simplement envers Dieu dans sa pratique, mais quelle est l'attention que vous avez dans les autres hommes. Pour moi en tout cas, c'est une bien plus belle définition de la religion que beaucoup d'autres,
que d'être attentif à l'autre, quelle que soit la façon dont il vient sur cette planète, c'est-à-dire abîmé, complexe, communicant, non communicant, fauteuil. C'est l'humanité que ces hommes-là voient, et il n'y a pas de compassion, il y a de l'action. Et ça, je trouve ça très... j'ai très envie, en tout cas avec Olivier Nakache, j'en ai très envie de mettre ça en valeur. Alors, deux choses. D'abord, c'est vrai que c'est Lévinas qui dit ça. Je mets le tu avant le je. Il dit, c'est très joli. Il dit, non, tout le monde dit je, tu, il, nous, vous. Il dit non, moi je dis tu, je, il, nous, vous. Et puis, deuxièmement, on voit ça. Enfin bon, c'est les midotes, quoi. Un homme qui a de bonnes midotes est beaucoup plus important qu'un homme qui prie beaucoup. Mais voilà, c'est ce modèle-là, je pense, qui pour répondre à la question de Victor, c'est ça que je pense qu'on avait envie de mettre en avant, c'est-à-dire cette conception presque de l'amour du prochain ou de l'autre, en tout cas avant celle de soi-même, dans une société aussi, et je précise ça, assez bruyante, assez dans l'hypertrophie de la communication. On n'a jamais autant communiqué qu'en ce moment, et donc s'intéresser à d'autres formes de communication qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, mais qui n'en sont pas pour le moins nous qui voyons ça en tant que neurotypie normale, on peut appeler ça comme on veut, faire attention au vocabulaire, mais nous on définit que ça c'est pas de la communication, ils appellent ça le validisme, les gens, c'est-à-dire on pense en tant que valide. Il faut s'élargir l'esprit, et je pense qu'après 2 ans passés aux côtés de ces associations, moi j'ai plus du tout d'idée où est la notion de norme et la notion de marge, voilà. Non, mais c'est des gens que vous connaissez bien, vous parlez d'un groupe, c'est des gens que vous connaissez depuis que vous êtes jeune, et excusez-moi d'utiliser cette expression de lorsque vous étiez jeune, mais je vais être un peu très sérieux à mon tour. C'est vrai qu'on est en plein débat sur le vivre ensemble, la laïcité. Je pense même que ça prend des proportions qui sont proprement hallucinantes. Votre film fait le choix de montrer des gens, d'abord parce qu'ils sont comme ça dans la vraie vie. J'ai envie de dire d'abord des femmes qui sont très voilées. C'est des femmes qui sont très voilées. Et c'est des hommes qui sont très Lubavitch et très religieux. Est-ce que vous êtes, vous qui réfléchissez énormément sur vos films, je sais que vous travaillez comme ça, vous et Olivier, est-ce que vous êtes dit, non, on va essayer d'alléger un peu ce côté-là? Est-ce que non, vous avez voulu être, je sais pas, naturaliste, dire mais on sait très bien qu'ils sont comme ça? Comment ça se fait c'est-à-dire qu'au départ, vous êtes attiré par un sujet parce que vous y voyez tous les maux de la société française. C'est-à-dire que le film, il aurait presque pu s'appeler À sa place, parce que moi, je pense que tout l'enjeu de ces associations au sens associatif, mais aussi au sens associé des gens qui n'ont rien à faire ensemble, c'est de trouver des places aux gens, trouver des places aux cas les plus sévères dans l'autisme, trouver des places aux jeunes de banlieue qui sont déscolarisés ou qui ont un parcours accidenté, trouver une bonne place à la religion, trouver une bonne place à ce que c'est que d'être religieux, et c'est-à-dire être au service des gens les plus vulnérables et non pas être au service de soi-même, de sa vérité, de son extrémisme, de sa folie, etc. Donc oui, on choisit ces sujets-là parce qu'on trouve qu'ils ont tous les mots MAUX de la France presque concentrés à l'intérieur. Alors après, on ne veut pas trahir la réalité. À l'intérieur de ça, il y a effectivement une association tellement je dirais improbable, parce que moi je veux pas vous raconter, mais il y a tellement d'anecdotes qu'on n'a pas mis dans le film avec Olivier, où je vous raconterai par exemple l'histoire de cette éducatrice black tête couverte qui vient et qui croit que Stéphane Benamou est un rabbin et qui arrive dans une synagogue pour valider un stage d'éducatrice et qui se dit j'ai aucune chance, et qui à la fin de l'entretien se voit engagé immédiatement et qui est depuis 6 ans à ses côtés et qui a appris à faire le pain de Shabbat de ses filles, de ce jeune, je sais pas moi, un jeune musulman éducateur assez pratiquant qui me dit qu'il aime beaucoup les Dvar Torah de Stéphane Benamou quand ils font les colos, parce que il aime bien ce côté spirituel. Il y a un échange là-bas qui rassure et qui fait du bien. Alors certains vont penser que c'est un fantasme, tant mieux, ça en est peut-être un, c'est pas la réalité complète, mais ça ne nous donne pas pour autant l'interdiction de les mettre en valeur. C'est un modèle qui existe, il fonctionne bien, ils sont au service des jeunes, ils leur demandent ni leur couleur ni leur religion quand ils arrivent, ils leur donnent de l'amour. C'est un peu peaceful, c'est un peu rassurant dans cette période. Oui, on avait envie d'y aller tête baissée, et quand on a rencontré Kateb et Cassel, on leur a même pas donné de scénario, on leur a dit venez voir, vous allez voir, parce que vous ne croirez même pas. Et là où je suis heureux, c'est que
c'est quand même derrière, ce n'est pas le sujet du film. Personne ne nous parle, ne résume le film à un juif et un musulman créent une association. C'est un décorum, c'est presque folklorique. Mais je crois quand même qu'au moment de votre carrière, j'en suis presque sûr, et Dieu sait que j'ai pas envie de parler à votre place, vous avez dit, bon, là, cette fois, on peut aussi parler de le mettre quelque part, ce côté-là de notre personnalité qui, bien sûr, est très important. Vous êtes en pleine promo, vous êtes sur Radio Shalom, c'est évident que ça vous concerne. Et même, je me suis dit autre chose. Je me suis dit, est-ce que c'est la mort de Johan aussi qui leur a dit cette fois-ci, on est obligé de le faire? Oui, il y a eu quelque chose d'assez violent pour Stéphane particulièrement. Et puis, on a compris aussi que quand Johan est mort, Johan qui est pour les auditeurs, qui était le premier enfant, Johan Bouganim, qui a déclenché la vocation de Stéphane à créer cette structure, le Silence des Justes. Quand il est décédé, il y a eu un espèce d'électrochoc, et Stéphane, il a dit une phrase très forte, il a dit « j'ai perdu un ami ». C'est-à-dire que finalement, il avait réussi à réellement créer un sentiment qui était plus du tout... On avait dépassé tout ce qui est compassion, etc. Il avait créé une amitié avec des êtres différents. Donc il savait voir une sorte d'humanité. Tout l'enjeu de ce film, c'était de recréer la forte émotion qu'on ressent à passer du temps à côté de ces associations. J'espère que les spectateurs, il y en a déjà quelques-uns en salle, tant mieux, et qu'il y en aura encore plus, mais j'espère que les spectateurs... 1 200 000 la semaine passée, hein. 1 200 000. Pas encore, mais, ça monte. Enfin, nous, on est allé ce matin. Nous, on est allé ce matin au Forum des Halles, 11h15. Ouais. Salle pleine. Ah bah, écoutez. On n'a pas eu le temps d'aller chez Douillet, pourtant c'est pas très loin, mais la salle était pleine. Vous pouvez pas faire une totale, c'est hors norme et Douillet dans la même journée. Oui, je pouvais pas faire que ça. Mais non, écoutez, voilà, c'est vrai que c'est des êtres qui nous ont beaucoup touchés depuis longtemps. On les suit depuis longtemps, mais surtout, de façon plus générale, pour pas focaliser sur eux, parce qu'on a quand même fait le tour de France, on a fait presque 30 villes. La souffrance des parents, elle est dans toutes les villes de France, elle est dans toutes les villes, malheureusement, de plein de pays. Il est temps de s'intéresser de façon beaucoup plus précise à ce qu'est l'autisme. Il y a 250 cas recensés, c'est un spectre large, c'est une différence, et voilà, je pense que ça représente beaucoup de gens, ce film, des familles, des médecins, des infirmières, des éducateurs, et puis autre chose peut-être que ce titre hors norme, il veut aussi nous dire que la norme, elle n'est pas forcément toujours du bon côté, et que la norme, c'est aussi la soif du collectif. C'est l'envie d'être tous ensemble. C'est pas l'individualisme dans lequel on est en train de verser avec ces mécanismes économiques et culturels qui nous font être de plus en plus. Je pense que vous dites, pour Olivier et moi, c'est le bon timing pour exprimer notre soif de collectif. Et encore une fois, au cinéma, on n'est que dans le collectif. On n'est pas du tout... c'est un film d'Éric et Olivier, mais il y a 100 personnes derrière. Vous êtes magnifique de toute façon, c'est certain. Une dernière question de Victor Sacha. Oui, j'avais pour finir une question sur Vincent Cassel, qui nous avait habitués dans des films avant à jouer plutôt des rôles violents, assez sanguins. On se souvient de lui évidemment dans Mesrine, dans La Haine. Et là, comment est-ce que vous avez réussi à le diriger, à le rendre à l'écran aussi adorable, lisse, un acteur qui, dans l'esprit collectif, est assez sanguin? Moi, je crois que ça fait partie des acteurs qui sont des sortes de caméléons, c'est-à-dire que c'est des dans l'incarnation pure. Donc lui, il a quelque chose, il passe par le corps et par l'aspect. Il avait pris 20 kilos pour Mesrine. Là, il a maigri, il s'est coupé les cheveux, il a laissé pousser sa barbe. Il voyait beaucoup Stéphane et il l'observait. Chaque geste l'a aidé à interpréter. Il m'a dit une fois une phrase, il m'a dit il a toujours l'œil inquiet, et en même temps une humilité incroyable. Donc il a pris de lui, vraiment, il a pris de lui. Et puis à un moment, ce qui est magnifique, c'est d'emmener un acteur là où il n'a pas encore été. Donc on lui a dit, tu n'as pas encore joué cet être plein d'amour et empathique, tu ne vas tuer personne. Et il y a un texto que je crois que j'oublierai pas dans ma vie. C'est après la projection à Cannes en clôture. Il était très tard, je l'ai pas vu partir, et il m'a dit merci de m'avoir emmené là où je ne savais pas que je pouvais aller. Wow. Voilà. C'est le plus beau, surtout à Cannes. C'est le plus beau. Allez, ouais. On va... surtout là-bas. Ah ouais, Éric Toledano, juste bon pour savoir quoi. Le coup du 770, c'est quoi? C'est pour faire rire Olivier? C'est parce que honnêtement, on a tourné. Alors, je vais vous dire, on l'a tourné
cette scène dans le Bet Rabat de Saint-Denis. Et ça il y a marqué 770 dessus. Et la dame m'a dit, je vais l'enlever, la femme de la déco. Et je lui ai dit non, ne l'enlève pas, parce que ceux qui verront le film et qui connaissent le 770 sauront qu'on est dans un endroit particulier. C'est bon, on a dit, c'est bon, c'est cachère. C'est cachère, quoi, en fait. C'est cachère Beddi. On n'a pas mis Easton Parkway, on n'a pas été jusque-là. Mais bon. Le film commence depuis à peine 5 minutes. Je vois 770 sur la porte. Éric Toledano, merci pour ces beaux moments que vous nous faites traverser. Merci beaucoup, Bernard. Merci à Radio Shalom. Et il est bien évident qu'on invite les auditeurs à y aller, mais je crois qu'ils avaient compris. Éric Toledano. Merci. Merci à vous, bonsoir.